Bienvenue dans la Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade, épisode numéro 5. Mon nom est Jean-Philippe Forgue, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on va recevoir Marc-Olivier Poulain, un gars qui a plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport, dont près de 5 ans avec vos sénateurs d'Ottawa. Il va nous jaser un peu de c'est quoi cette histoire-là des logos de commanditaires qui vont apparaître sur les chandails à partir de la saison 2022-2023. Sinon, un peu plus tard, on va s'entretenir avec l'espoir à la ligne bleue des sénateurs d'Ottawa, Maxence Guenette, qui va nous jaser de son expérience dans la bulle de Val-d'Or, sa préparation en prévision du camp d'entraînement des sénateurs qui commence bientôt. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up? Salut les boys, donc dans le warm-up ce matin, donc on a appris le nouveau contrat de 2 ans pour Filip Gustavsson. Donc la première année de son contrat sera type 2 volets et la deuxième année de son contrat sera à type 1 volet avec un salaire moyen de 787 500 $. On est toujours en attente du nouveau contrat de Brady Tkachuk et ça fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours parce que là, le camp d'entraînement arrive à grands pas et on n'a toujours pas de nouvelles ou de rumeurs, quoi que ce soit qui pourrait nous mettre en confiance. Donc, on est toujours en attente du contrat de Brady Tkachuk, mais c'est pas le seul dans la Ligue nationale. Donc, on parle de Elias Pettersson, Kirill Kaprizov, Rasmus Dahlin, etc. Donc, il y a encore des très gros noms sans contrat pour la prochaine saison. Selon Bruce Garrioch, rapporte que selon DJ Smith, il y aura un nouveau capitaine d'ici la fin du camp d'entraînement. Donc, est-ce que ça sera Brady Tkachuk, justement, ou Thomas Chabot, là, ce soit les deux candidats les plus probables pour la nomination du capitaine pour les sénateurs. Les recrues affronteront celles des Canadiens 2 fois en septembre, dont une fois à Ottawa le 18 septembre, et il y aura un match intra-équipe le 25 septembre à 10h, pour ceux que ça l'intéresse. Nick Holden, les nouvelles acquisitions, et Michael Del portera le numéro 5 et le numéro 15. Donc, intéressant à suivre ces deux défenseurs-là pour la prochaine saison. Le Canada au hockey féminin ont remporté le match de la médaille d'or au championnat mondial féminin à Calgary sur un but de la capitaine Marie-Philippe Poulain. Et ça a été tout qu'un match incroyable, performance du Canada qui tirait de l'arrière 2-0 pour revenir et gagner en prolongation 3-2 contre les rivaux américains. Messieurs, je vais vous entendre sur ces sujets. C'est qui votre choix de capitaine, vous autres? Ça me dérange pas tant. Ouais, moi, les deux me tu sais, en fait, j'ai pas de préférence entre les deux. Je sais pas. On dirait que vu que je suis un francophone, je pencherais peut-être plus vers Thomas Chabot. Mais, tu sais, pour ce que l'identité, pour ce qui est Brady Tkachuk, ben, je sais pas. Les deux me conviennent, puis peu importe la décision, je vais être très heureux pareil. Ouais, on dirait que d'un point de vue marketing, d'un point de vue, je sais pas, on dirait qu'un Thomas Chabot, un capitaine bilingue, moi, ça m'interpelle, mais en même temps, Brady Tkachuk, c'est tellement un guerrier, c'est tout un joueur, fait que un ou l'autre, je vais être content, pas vrai, là. La décision va être beaucoup influencée sur la durée du contrat de Brady Tkachuk, j'ai comme l'impression. Si Brady signe à court terme, comme un contrat de transition, je pense que Thomas Chabot va suivre, mais si Brady signe un contrat de 7 ans en montant, ben, je sais pas. Peut-être que ça va être... En même temps, ça devrait pas, tu sais. Non, ça devrait pas, mais c'est sûr que, tu sais, quand tu nommes ton capitaine, ben, tu veux qu'il soit dans l'organisation à long terme. Donc, veux pas, faut que le contrat vienne avec. Ouais, mais en même temps, on dirait que c'est comme un concept assez moderne qu'il faut que le capitaine soit là 8 ans. T'sais, avant, le capitaine, il était là 1 an ou l'année prochaine, il changeait. T'sais, c'est ton leader dans ton équipe, en ce moment, c'est lui ton capitaine, t'sais. Puis s'il est plus là l'année prochaine, il est plus là, t'sais. Je comprends, par contre, il remplace... Tu sais, le C à Ottawa a quand même une très grosse importance, parce qu'il y a eu Alfredson, après ça aurait été Erik Karlsson. Oublie pas Jason Spezza, toi, là. Jason Spezza, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est des joueurs de haut calibre, d'importance pour l'organisation. Fait que je me verrais mal de donner un C à un gars
qui est là, stand-by 1 an, 2 ans. Non, ouais, je te suis. Tu sais, c'est un peu comme quand on a donné le C à Erik Karlsson. Moi, je l'aurais donné à Chris Phillips 1 an ou 2, tu sais. Ça aurait été un bon candidat. Moi, je veux revenir. Je ne sais pas si vous avez écouté la game du hockey championnat mondial féminin hier, là, mais juste d'avoir du hockey. Là. Moi, j'ai écouté ça comme si que c'était la finale de la NHL. Là, ça faisait tellement du bien de voir du hockey. Une bonne game à part de ça. Canada qui perd 2-0, il remonte ça 2-2. Du bon hockey, ça s'en va en prolongation. Prolongation commence, c'est 3 contre 3 pendant 20 minutes. Je capotais. C'est fou, hein? J'avais jamais vu ça, là. C'est fou raide. Puis je pense que il dépassait le 20 minutes, ça s'en allait en tir de barrage. C'était excitant à regarder, c'était le fun à regarder. Puis la Golden Girl, je sais pas si elle est parentée avec Marco, il n'a pas demandé. C'est vrai. Marie-Philippe Poulain, qui nous met ça top net. Elle n'a pas rentré, je pense, dans le top net. C'est quand elle a retombé dans le but, elle est certaine qu'elle a compté. Tout le monde est certain que le but est bon. L'arbitre dit no goal. Le jeu continue. Puis on arrête le jeu pendant le jeu. Ouais. On annonce que finalement, il y avait but pendant le jeu. Tout un dénouement. C'était vraiment le fun à regarder. Petite statistique intéressante pour ceux qui suivent Marie-Philippe Poulain. Donc, Marie-Philippe a compté le but vainqueur en 2010 pour les Jeux olympiques. Elle a marqué aussi le but vainqueur à Vancouver. Elle a aussi marqué le but vainqueur en prolongation en 2014 aux Olympiques. Et hier soir, elle a marqué le but vainqueur en prolongation pour le championnat mondial. Donc, ça s'appelle une fille assez clutch. Ouais. Elle savait qu'elle avait scoré. Ouais. Elle le savait. Puis, est-ce que, tu sais, là, on arrive début septembre, comment que vous voyez un peu ça approche, là. On rentre dans le concret, là. Oui, il va y avoir du hockey ce mois-ci, en fait. Oui. On a annoncé le 18 septembre les recrues qui commencent. Je suis excité. Honnêtement, je suis excité. Plus le temps passe, moins je vois les sénateurs faire une transaction. Je sais, Jean-Philippe, ta transaction avec les Avalanches, tout ça, on a eu bien du fun, mais ça commence à avoir des petites nouvelles pour toi. À moins qu'il y ait une transaction d'ici la diffusion du podcast, puis là, je me tire dans le pied, mais que voulez-vous? Non, je pense que j'ai mis ma croix sur ma transaction. J'y crois plus bien. Sur ce, restez autour parce que dans quelques instants, on reçoit Marco Poulain. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, notre prochain collaborateur a plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport, dont près de 5 ans avec les Sénateurs d'Ottawa. Marc-Olivier Poulain est avec nous. Comment ça va, Marco? Ça va super bien. Vous autres, les boys? Yes. Marco, explique-nous donc un peu ton parcours, là. Je vais essayer de faire ça rapidement. Tout avait commencé pour moi sur la rive sud de Montréal, d'où est-ce que je viens. Donc, j'avais commencé à travailler un peu pour le complexe sportif Bell de Brossard dans le temps. Puis par la suite, j'ai passé plusieurs années, environ 3 ans, presque 4 ans même, je dirais, avec les défuntes 4 glaces de Brossard, un complexe privé que plusieurs personnes ont été, je crois, jouer au hockey là-bas. Donc, j'ai fait plusieurs rôles là-bas en gestion, en vente, gestion des ligues, coach sur la glace aussi pour les jeunes, etc. Donc, j'ai passé plusieurs années à acquérir beaucoup d'expérience, comme je disais, dans divers secteurs. Puis par la suite, je cherchais un nouveau challenge quand je revenais de l'Europe en finissant l'université. Donc, par la suite, pour moi, j'étais avec les Sénateurs. Il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, j'ai commencé avec les Sénateurs à Ottawa. J'ai déménagé là-bas en 2016. Donc, après la saison 2015-2016 des Sens. Puis là, j'ai commencé au bas de l'échelon là-bas en faisant la vente, si on veut, prospective. Donc, beaucoup de, comme on dit, du cold call, de l'appel à froid de clients. J'ai monté les échelons par la suite. Puis mon dernier rôle avec les Sens que j'ai eu pendant un peu plus de 2 ans, ça a été vraiment axé sur les commandites. Donc, aller chercher des nouveaux commanditaires, gérer des comptes de commandites. Pas juste les commandites, aussi, il y a le côté stratégique.
donc des partenariats stratégiques pour l'équipe, autant du côté technologie que des partenariats stratégiques avec le monde des affaires francophones. Là, on va rendre ça clair. Il y a des choses que tu pourras dire, il y a des choses que tu pourras pas dire. Je fais attention. Ouais, c'est ça. Mais en gros, tu vas venir intervenir ici et là dans la saison quand il y aura des questions un peu plus internes d'une équipe de hockey, si on peut dire, là. Oui, surtout le monde des affaires. Je suis là un peu pour parler, en fait, vraiment plus concentré, en fait, même sur le monde des commandites, le monde des sponsorships, comme on dit. C'est un univers qui a pris grande expansion au courant des 5 dernières années dans le monde du sport. Donc, c'est sûr que mes interventions vont être concentrées là-dessus. Quand il y a des annonces importantes qui sont faites, des sujets comme ceux-là qu'on va toucher aujourd'hui. Mais sinon, ça va être aussi d'un point de vue un peu plus des fois médiatique, si on veut aborder un peu comment ça fonctionne avec les médias, les ententes là-dedans et tout. Encore une fois, on va en parler un peu plus si on veut au courant de l'année. Puis tous les autres sujets qui vont toucher au monde des affaires liés avec les sénateurs ou des fois peut-être d'autres équipes de la Ligue nationale. Pour faire une parenthèse, Marco, ton étude que tu as faite pour en venir à ton expérience de travail, c'est quoi un peu pour le monde qui ça l'intéresse, ça, que... Bien, à la base, c'est un programme qui existe encore. Quand j'ai fini le secondaire, j'ai étudié en anglais à Champlain College, sur la Rive-Sud de Montréal, dans un programme qui s'appelle Sports Marketing and Management. Donc, c'est un programme technique. Donc, par la suite, les gens ne sont pas obligés d'aller à l'université. Moi, j'ai décidé par la suite, par contre, de poursuivre mes études. Donc, j'ai été à l'École des sciences de la gestion... à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, étudier en administration profil marketing. OK, cool. Et là, comme de raison, il y a une grosse annonce avec les commanditaires qui a été faite dans la Ligue nationale récemment. On s'attend à quoi je vais commencer par l'expliquer, là. On a annoncé qu'à la saison 2022-2023, les équipes allaient porter un logo d'un commanditaire sur le chandail. Ça représente quoi, ça, pour les sénateurs, grosso modo, là? Si on parle précisément pour les Sens, ça peut représenter plus d'argent, c'est sûr et certain, ça peut représenter du revenu. Si on compare tout de suite, je peux faire la comparaison avec une patch, on va dire le mot patch, là, je pense que c'est vraiment le vrai mot, là, c'est une patch sur le chandail qui est là. Si on fait une comparaison avec la NBA, mais ça leur a apporté un revenu considérable. On parle environ de 150 millions de dollars de revenus pour la Ligue au complet l'an passé. Donc là, ça dépend des équipes. Chaque équipe peut aller chercher une part là-dedans, dépendant à quel point ils sont capables d'aller chercher un bon commanditaire là-dessus. Donc, c'est vraiment point de vue, monétaire. Il y a aussi point de vue affiliation avec peut-être un partenaire qui, lui, va vouloir aller chercher vraiment le prestige d'être associé avec une équipe de hockey. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça, là, les commandites, surtout pour les Sens. Ce ne sera pas le même logo pour chaque équipe. Ça va être dépendamment de l'équipe, ça peut être un commanditaire différent. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est ce qu'on sait actuellement. Ça peut changer. Mais est-ce que la Ligue nationale va trouver un commanditaire prêt à dépenser? Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait, mais ça m'étonnerait. Si on regarde un peu ce qui s'est fait avec les commandites sur les casques, d'après moi, ça va être similaire à ça. Même approche. Chaque équipe va chercher son commanditaire. Il y en a même qui ont cherché des commanditaires plus communautaires. On se rappelle, je crois que c'était les Pingouins. Il y a une équipe qui est allée avec un hôpital. Là, il y avait des fonds qui étaient reliés à une fondation en arrière de ça. Il y a plusieurs façons d'aller chercher un commanditaire, dépendant ce qu'on veut en faire, dépendant si on veut vraiment le monétiser. Comme je disais tantôt, avoir plus une approche communauté avec ça. Ça dépend de ce que les équipes ont décidé de faire. Mais je vois pas, par contre, là, pour répondre à la question, je vois pas vraiment l'approche globale à la Ligue. Je pense que les équipes seront un peu réticentes à cette approche-là. Là. Donc, donc, on ouvre la porte à chaque équipe d'afficher, puis c'est à eux de savoir s'ils veulent en tirer des revenus ou non. Il y a différentes façons, comme je disais. Normalement, oui, c'est sûr qu'on va tirer des revenus de ça. C'est ça l'objectif numéro 1 là, des équipes. On se le cachera pas, là. Mais ça va pas dans un pot global, là. C'est ça, je veux dire. Chaque équipe, on lui dit, vous pouvez maintenant afficher les revenus que vous faites avec ça, c'est à vous. Là, on rentre dans la grosse conversation des commandites. Il y a une partie là-dedans ça devient même plus gros que les commandites, de l'argent que la Ligue va faire. Parce que oui, le pot, on peut rentrer dans les détails, mais c'est quand même très, 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 très précis là-dedans. Là. Mais toutes les commandites de la Ligue que les équipes font s'en vont aussi dans un pot, puis on appelle une péréquation par la suite qui est faite, puis la redistribution des gains entre les équipes, mais il y a aussi une redistribution avec les joueurs. Donc, c'est pas juste la Ligue qui va faire l'argent, mais c'est les joueurs aussi. Le NHLPA, donc l'association des joueurs, va toucher sa part de tout ça normalement. Là, on peut
si vous voulez, je peux continuer là-dessus un peu, là, parce que c'est que tu devient quand même précis. Là. Mais quand on parle d'exemple, une commandite, on va dire que la Ligue, on va prendre l'exemple de la NBA, on va dire que la Ligue nationale, l'année passée, les équipes réussissent à ramasser 150 millions de ça dans les revenus de la commandite, mais c'est divisé 50-50 entre les proprios et les joueurs, la NHLPA. Je savais pas ça. Par contre, les joueurs actuellement doivent beaucoup d'argent aux propriétaires à cause de ce qui s'est passé avec la pandémie dans les dernières années, en partie parce que les salaires ont été payés en complet pour les 2 dernières saisons, donc la saison 19-20 et 20-21, même si c'est pas tous les matchs qui ont été joués. Quand tu dis complète, tu veux dire payé pour une saison de 82 matchs. Par exemple, mon salaire pour 82 matchs, c'est 1 million par saison. L'année passée, on a joué, ça a été combien de matchs la saison totale l'année passée? 56. Mais j'ai quand même reçu mon 1 million. Mais j'ai juste joué 56 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, l'autre année d'avant, ça a été la même chose. La saison est écourtée, finie en mars. Donc là, les joueurs doivent de l'argent. Ça, c'est selon l'entente qui avait été signée, convention collective. On peut retourner jusqu'à la dernière, je crois qu'il était 2012-2013. Puis elle a été prolongée l'année passée, la saison passée, il y a 2 ans, pour encore un autre 2-3 ans. Mais ça, c'est selon leur convention collective actuellement. Donc oui, c'est divisé 50-50, qu'on parle des revenus de commandite. Mais là, c'est le problème, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, comme l'association des joueurs ou les joueurs en tant que tels doivent de l'argent à la Ligue. Mais en gros, là, si on recule, puisqu'on a vraiment renfoncé dans le sujet, vraiment les commandites et tout ça, en gros, oui, pour une équipe, pour les Sénateurs d'Ottawa précisément, l'objectif de ça, c'est de tenter de le monétiser le plus possible, puis d'avoir de l'argent de commanditaires, de sponsors. On n'apprend rien à personne si on dit que Ottawa est un très petit marché pogné entre Montréal et Toronto. Exact. Réalistiquement, pour une organisation comme les Sénateurs, selon toi, on regarde à quoi? On peut parler on regarde les casques, puis ça a été facile, ça a été le même pour les Canadiens de Montréal puis les Sénateurs d'Ottawa, c'était Bell. Bell, c'est un commanditaire majeur pour les 2 équipes. Les Sens aussi sur les casques, par contre, ont ramené Canadian Tire, donc je crois que c'est les matchs à domicile Canadian Tire, puis matchs à l'extérieur Bell ou vice-versa, mais c'est 2 de leurs commanditaires les plus principaux. Là, par contre, je peux rentrer plus loin dans le sujet en disant que je ne sais pas si ça l'a été, puis je ne suis plus dans le secret des dieux, mais je ne sais pas si ça a été 100% pour faire de l'argent, exemple avec un Canadian Tire, ou ça aurait pu être aussi pour compenser pour des impressions médias qui n'ont pas été livrées par les Sénateurs la saison d'avant. Parce qu'un commanditaire comme Canadian Tire, exemple, s'attendait dans son contrat à recevoir, je lance des chiffres, là, c'est vraiment pas réel, mais 1 million d'impressions médias grâce à leur logo qui est sur le centre Canadian Tire, leur logo qui est sur la glace, avec les matchs à la télé. Mais là, la saison a été recourtée, ils n'ont pas reçu ça. Fait que là, eux autres, dans leur contrat, ils sont comme, vous nous avez promis 1 million, qu'est-ce que vous allez faire avec les 400 000 impressions médias qu'on n'a pas reçues? Fait que là, on peut dire, écoutez, l'année prochaine, on va vous donner en plus, on va dire, un logo sur le casque. Fait que là, on vient vous apporter un peu plus de visibilité encore, puis un endroit qui est quand même qu'on voit souvent à la télé, surtout qu'on fait des zooms, etc., avec les 200 000 angles de caméra qu'on a aujourd'hui. Fait que avec les scènes, c'est un sujet assez touchy. Puis toi qui as été dans ce rôle-là, trouver des commanditaires en Outaouais, en sachant très bien sur le côté québécois, c'est très bleu, blanc, rouge. C'est quoi les enjeux liés à ça, là? Si on s'en va point de vue commanditaire, il y a 2 façons de voir ça. Tu as les commanditaires, tu viens de mentionner en Outaouais, l'Est de l'Ontario francophone aussi, c'est un peu plus local, regional, qu'on appelle ça des commanditaires régionaux, locaux. Donc, c'est pas des commanditaires qui vont être là pour dépenser des sommes faramineuses, donc ils ont un plus petit budget. Mais quand on parle de visibilité sur des chandails, sur des casques, là, c'est vraiment, on s'en va avec les commanditaires nationaux. Donc, des grosses entreprises, des Bell, des Canadian Tire, comme j'ai un exemple, des Tim Hortons de ce monde. On peut plus aller avec un local, regional, comme je les appelle, des commanditaires régionaux pour un aussi gros produit de visibilité, là. Moi, j'ai une petite question. Quand les Sénateurs, mettons, signent un contrat avec un partenaire, on voit sur la bande de la patinoire les logos d'entreprise. Est-ce que c'est l'entreprise qui décide l'endroit qu'il le veut sur la bande ou c'est les Sénateurs qui attribuent le logo à telle place sur la bande? Ça va dépendre. Si t'es un Bell, puis là, je dis un chiffre comme ça, parce que je vais pas dire les vrais chiffres, là, mais c'est un Bell qui dépense 20 millions avec le club par année. Puis si t'es
la toiture XYZ de Gatineau, mais Bell a pas mal plus de pouvoir pour décider où est-ce qu'il veut son logo sur la bande que toiture XYZ quand il va arriver. Puis moi, contre les matchs contre le Canadien, je veux ma bande, j'aimerais ça être là, puis là. Forte chance que ça se fasse pas. OK. Fait tout est en fonction du montant. Ben, sur le montant, la durée, combien vous êtes prêts à investir, combien vous êtes l'entente, combien de temps qu'elle va durer aussi. Puis là, on a des plus petites ententes, mais c'est quel match? C'est bien beau si tu veux être là juste contre, exemple, les Canadiens ou juste contre les Maple Leafs, des matchs télédiffusés nationalement à Sportsnet, CBC, TVA Sport, etc. Mais aussi, on aimerait ça que tu sois là à d'autres matchs. Les sénateurs vont pas nécessairement donner ces matchs-là seulement pour les gens qui veulent juste ça. Il faut que tu investisses ailleurs aussi si tu veux avoir accès à ça, aux matchs prestigieux, exemple, on va dire. Penses-tu que la couleur du logo va avoir un impact? Par exemple, un logo de Bell bleu sur le chandail des sénateurs, semi-excité par ça, moi. Ben, les Sens, l'année passée, regarde le commanditaire Bell sur le casque, à moins que je me trompe. Oui, mais il était blanc sur le casque noir. C'est ça, exact. Fait qu'ils ont quand même trouvé un entre-deux. Ouais, Bell ont approuvé ça. Probablement qu'il y a eu des discussions. Êtes-vous prête à le changer? Là, tu arrives avec des entreprises comme Bell qui ont un guide, qui ont une norme. Notre logo ne peut pas être modifié de telle façon. Il ne peut pas altérer. Voici les couleurs utilisées. Le blanc, probablement, est déjà utilisé. Ça a été facile à approuver. Canadian Tire, tu as le vert, le rouge, le blanc. Ça fit quand même bien. C'est sûr, il y a une façon de le voir. Il y a des clubs qui ont... Puis je vais être 100% honnête, on va se le dire, les gars, il y a des clubs qui ont raté l'an passé, là, où il y avait des logos sur le casque, ça s'agençait zéro avec le chandail, avec les couleurs du club. Fait que ça dépend aussi... Est-ce que le club il est vraiment désespéré puis il a juste besoin d'argent à un moment donné puis il se dit est-ce que je le prends, il est prêt à me le payer, ça fit pas mais j'ai besoin de ce montant-là pour arriver à la fin de l'année, fait qu'on va-tu le prendre? Il y a d'autres clubs parce que peut-être l'orgueil embarque un peu plus puis non, on s'excuse, nous autres c'est ça nos images de club, c'est nos couleurs. Si tu veux pas changer ton image, si tu veux pas changer ta couleur, mais on va passer au suivant. Il y en a qui peuvent se permettre de faire ça aussi. Les Pingouins, je pense qu'il y avait un gros logo bleu sur leur casque l'année passée. Les Pingouins, c'est que c'était leur commanditaire principal. Tantôt, je m'étais trompé, c'était pas eux autres avec l'hôpital, c'était PPNG, si je me trompe pas, qui est le nom de l'aréna aussi. Fait que, tu sais, eux autres, c'est... Peut-être quand t'es commanditaire principal, il te l'impose un peu plus, puis il est prêt à payer les gros sous, ben, peut-être que tu dis oui. Là, est-ce que le logo sur le casque reste en plus du logo sur le gilet? On sait-tu? Ça s'est annoncé, ça? Pas encore, mais écoutez, on va se le dire, on va être honnête encore une fois. La Ligue, je pense pas qu'ils vont l'enlever. Là. Ça leur a généré quand même des bons revenus l'an passé. Il y a eu des équipes qui ont fait beaucoup de bons revenus avec ça. Fait que, pourquoi l'enlever? Là? La Ligue a tellement perdu d'argent l'an passé puis l'autre année d'avant. Fait que je verrais mal pourquoi ils enlèveraient ça. Là. Inquiétez-vous pas, tout le monde. Si vous achetez un chandail des sénateurs l'an prochain, le logo sur le chandail, par contre, du commanditaire ne sera pas là. Ça va être seulement sur les chandails officiels et non sur les chandails de fans. À moins que la Ligue nationale change complètement son fusil d'épaule. Mais ça va être comme dans la NBA, fort probablement. Donc, JP, si t'achètes un chandail, inquiète-toi pas, le commanditaire ne sera pas là. C'est bon à savoir. Excellent. Puis là, est-ce qu'on ouvre des portes à commencer à ressembler aux équipes en Europe, par exemple, là? Jusqu'à où ça peut aller, cette affaire-là? Tu sais, selon moi, puis ça, c'est mon opinion personnelle, seul l'avenir nous le dira. On ne sait pas encore où est-ce qu'on est, tu sais. Je vais reculer, puis je ne sais plus c'est quand la date exacte. J'ai pas retrouvé le clip de ça. Mais Gary Bettman avait dit, mot pour mot, tant qu'il allait être là comme commissionnaire de la Ligue nationale, ça allait jamais arriver un logo sur un chandail. Inquiétez-vous pas de ça, ça arrivera jamais. Mais là, depuis ce temps-là, il y a eu une petite pandémie qui est arrivée entre les deux. Fait qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est sûr que c'est plus pareil dans ce cas-là. Là, depuis que la pandémie est arrivée, c'est plus la même gestion qu'auparavant. Là. Puis pour en revenir avec ton rôle avec les Sens, là, je pense du coq à l'âne, là. Une planification durant ton rôle que tu as avec les Sens, là, tu peux-tu nous expliquer un peu la planification que tu as avec l'équipe de travail pour justement aboutir à ces contrats de partenariat-là? C'est sûr qu'avec les Sens, ça revient à ce que JP, tu disais tantôt aussi, c'est un petit marché. C'est pris en deux monstres. Fait que, au début de l'année, ou en fait, c'est surtout à la fin de la saison précédente qu'on commence le planning pour l'an prochain, on va regarder les commanditaires potentiels. On va essayer d'analyser qui qu'on peut aller chercher. Le but, c'est que tu regardes ce qui se fait ailleurs. Pas nécessairement dans la Ligue nationale, mais qui annonce
à la radio, qui annonce, si on parle de plus local, ici régional, qui annonce à la radio, qui annonce à la télévision locale, TSN 1200, exemple. Qui fait tout ça? Puis là, on essaie de regarder puis on essaie de les approcher par la suite. Niveau national, c'est plus complexe. Tu sais, oui, tu regardes, exemple, il y a un nouveau commanditaire majeur qui vient d'arriver avec les Maple Leafs. Ça peut être quand même difficile de l'approcher parce que les grosses compagnies nationales, c'est plus eux autres qui gèrent à 100% leur budget marketing. Eux autres, ils vont donner 80-90%, des fois moins, des fois plus de leur budget à une agence. Fait que là, il faut que tu parles avec l'agence. Fait que là, on se bat avec les objectifs de l'agence, avec eux autres, ce qu'ils veulent atteindre, ce que nous autres, on est capable de leur offrir. Là, c'est difficile dans un marché comme Ottawa. Est-ce que tu es coincé entre deux géants, entre deux marchés, ou est-ce qu'eux autres ils se disent, ben regarde, je dépense déjà 20 millions dans le marché d'Ottawa, puis j'ai déjà marché de Toronto, j'ai déjà une portée nationale. Pourquoi est-ce que j'irai investir à Ottawa? Donc, c'est très difficile avec les grosses marques. L'aspect communautaire vient jouer un grand rôle là-dedans, mais quand on parle avec des agences, c'est plus difficile. Les autres, ils veulent juste voir le retour sur investissement, les ROI au bout du compte. Est-ce que tu as rempli les impressions que tu me donnais? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire? Si tu ne l'as pas fait, ben, pourquoi j'irai avec toi? C'est très difficile. Fait qu'on planifiait, nous autres, c'était de voir un peu qui qu'on est capable d'aller chercher, qui on peut approcher. Pour moi, c'est de la vente aussi dans ce cas-là. C'est de trouver les bonnes connexions avec les bonnes personnes. Fait que c'est un très bon dossier, là. C'est pas un petit dossier du tout. Les commandites, puis là, on recule d'il y a 10-15 ans dans la Ligue nationale, oui, ça ramenait beaucoup d'argent et tout, mais les billets, la billetterie, c'était quand même comme un gros gagne-pain. Là, après ça, si on recule avant, la télé est venue se joindre à ça. Tout ce qui était les contrats de télé que les ligues signaient, ça venait rendre un gros gagne-pain. Ça aidait la Ligue maintenant à vivre davantage. Les commanditaires sont arrivés, mais on s'entend que c'est arrivé seulement dans les années 90, les commanditaires sur les bandes. Là, ça n'existait même pas avant. C'était des bandes blanches quand on regardait un match de hockey. Là. Donc, avant que ça fasse un aussi gros impact que ça le fasse aujourd'hui, puis ça rapporte autant d'argent au club, ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, les commandites, c'est après les contrats de télé, si on veut, ou les contrats de diffusion des droits de diffusion, des équipes, les commandites, c'est pas mal ce qui génère le plus d'argent là, en avant de la billetterie. Ça a pris le rôle de la billetterie il y a plusieurs années. Puis ça prend-tu dans le day-to-day, là, dans une équipe de la grosseur des sénateurs à peu près, c'est une grosse équipe là, qui sort puis qui va faire ce travail de terrain-là? Là? Oui, 100%. Surtout que les Sens en ont beaucoup à faire, le travail comme ça. Si on parle de l'équipe qui est axée vraiment commandite, autant locale, régionale que nationale, après ça, pas juste en vente, en gestion de compte, les coordonnateurs sur le terrain qui vont venir gérer tout ça aussi, les directeurs qui viennent gérer les équipes. On va parler d'une équipe d'une quinzaine de personnes environ. OK, quand même. Oui, quand même, ouais. Puis sans faire de politique, là, le marché francophone versus le marché anglophone, jusqu'à quel point est-ce qu'on essaye de l'attirer, là? On peut rentrer dans une toute autre discussion. On peut mettre un épisode au complet juste là-dessus, je crois. Là. Fait que c'est pas, je pense qu'on va pouvoir, mais pour donner juste un petit œil là-dessus, il y a eu des vagues avec les sénateurs. Le club existe depuis 1993. Il y a eu des vagues. Il y a eu des vagues de focus très forts sur le marché francophone. Il y a d'autres vagues que ça a été délaissé. Moi, quand je suis arrivé, c'est devenu un de mes mandats rapidement. J'ai pris ça sur mes épaules, pas tout seul. J'étais avec d'autres personnes aussi qui étaient impliquées, qui se connaissent, ils vont écouter l'épisode très, très bien. Puis ces personnes-là m'ont aidé. Puis on mettait l'emphase sur ce marché-là francophone, pas juste québécois, mais l'emphase aussi est là beaucoup sur le marché franco-ontarien, surtout vers l'Est ontarien, l'Est d'Ottawa dans ce temps-là. Mais avec des commandites, tu essaies d'aller chercher des commanditaires aussi qui ont un impact là-dessus. Quand on parle avec des Canadian Tire, on veut pas juste, exemple, qui affiche à TSN. Pourquoi vous n'allez pas à RDS aussi? À RDS, il y a le hockey des sénateurs qui est là-dessus. Là. On veut que vous ayez là-dessus. On essayait de les faire grandir. Ça, c'était quand j'étais là récemment. C'était pas nécessairement le cas, je pense, il y a 5-6 ans auparavant. Comme je dis, c'est des vagues. Ça dépend de la vision de la direction aussi puis l'emphase qu'elle veut mettre sur ce marché-là. Comme je vous dis, ça peut être vraiment un épisode à lui, là, entier. On te laissera pas en dire trop. On va garder le jus pour la prochaine fois. Marco, un gros merci d'être venu nous voir. Vraiment intéressant de t'entendre parler. Et merci beaucoup, messieurs, pour l'invitation. Merci, Marco. Ça fait plaisir. Dans un instant, on reçoit le défenseur et espoir des sénateurs, Maxence Guénette. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Et pour le 3e segment de l'épisode, on est accompagné du défenseur des sénateurs, l'espoir, Maxence Guénette. Comment ça va, Maxence? Ça va très bien, vous? Maxence, t'es originaire de l'ancienne Lorette? Oui.
Ça, c'est où, ça, l'ancienne Lorraine? C'est souvent, on confond même avec Sainte-Foy. Mais rendu là, Okay. La grande région de Québec, là, ça... C'est ça, la grande ville, là-bas, c'est Québec. OK, cool. Dans ta jeunesse, pendant le coin, le hockey, tout ça, ça ressemblait à quoi? Beaucoup de ronds de glace, beaucoup de patinoires? Beaucoup de patinoires. Je dirais, ben, j'ai pas vécu à l'ancienne Lorette. OK. Je suis né là. Ma famille habite à Québec. Okay. Mais lorsque mes parents se sont séparés assez tôt. Fait que tout de suite, on a changé. On a traversé sa rive-sud à Lévis. OK. Fait que mon hockey mineur, toute mon enfance s'est passé là. Mais non, beaucoup de glace extérieure. Là. Il y en avait une je dirais à 5 minutes de marche. Fait que, on pouvait même mettre nos patins ici, garder nos protèges lames. Puis on partait, ouais. Ah ouais, c'est les meilleurs temps, ça, là. Si tu compares ça avec une aréna, mettons, là, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Non, c'est climat différent. Le plus fun, c'est quand il fait noir, une petite neige qui tombe, pas trop pour pas gratter la glace à exact. Ouais, c'est ça, pas trop Mais non. Ouais, puis là, on demande à un adulte d'amener son auto, puis de la parker en avant des portes, puis de mettre les lumières pour éclairer la glace. Maxence, dans les dernières années, à Val-d'Or, il y a eu la pandémie qui est arrivée, qui a compliqué tout ça. Comment ça s'est passé pour vous autres, les joueurs, dans le contexte? Ça a été différent, principalement après Noël. Avant Noël, c'était... on pensait avoir une saison régulière comme normale. Déjà qu'elle a été retardée, ça a changé de mes 3 années précédentes. Mais surtout après Noël, le format bulle, ça a été quand même un gros choc là, de partir pour une période de temps qui était souvent assez grosse. Des fois, c'était quasiment des semaines. Puis, il essaie de condenser le plus de games en une semaine pour pouvoir, monter le nombre de games de chaque club, mais aussi de profiter du temps pour pas que ça coûte... c'est sûr que ça allait coûter des sommes monstrueuses aux équipes, mais je pense qu'ils ont vraiment essayé de plaire à tout le monde en même temps dans la situation. Sauf que je dirais que le plus gros défi, ça a été vraiment avant Noël, parce que même là, c'était comme un horaire qui était graduel. On le savait 4-5 jours avant, quand on allait partir, où qu'on allait partir. C'était comme tout le temps de l'imprévu, tout le temps à savoir puis à vérifier. Puis ça a vraiment été, je dirais, le moment plus stressant le plus. Puis, tu sais, est-ce que, on parle vous avez vécu plusieurs bulles, tu sais, nous, on n'a pas vécu ça. Comment ça se passait un peu, le hors-glace, concilier l'école, le hockey, ça devait être juste la motivation. Hein. Moi, je dirais, l'école, c'était différent. C'était comme une sphère de notre semaine on se réservait du temps, puis ils nous ont tous mis à l'école à distance après Noël. Donc, ça allait aider à certains à pouvoir soit finir leur cégep, avancer des cours, puis aller à notre rythme. Mais ça a bloqué un peu notre cheminement scolaire parce qu'il nous enlevait beaucoup de cours. Exemple, au lieu d'en avoir 4, on en avait seulement 2. Puis là, c'était à nous de s'avancer, de prendre d'autres cours. Puis ça dépendait du vouloir du gars. C'est vraiment une dynamique qui était différente. Là. C'était beaucoup de faire attention aussi avec les règles sanitaires. Tu n'as pas le droit, exemple, d'aller au gym tout le temps. Faut que tu réserves quasiment ta glace. Il faut que tu réserves un rendez-vous avec ton physio. C'était tout le temps d'improviser, je dirais. Puis si, exemple, je dis la bulle à Québec, est-ce que vous aviez le droit de sortir de l'hôtel ou bien c'était hôtel jour et nuit, puis après ça, je m'en vais jouer au hockey, je reviens à l'hôtel, puis c'est ça mes journées? Je dirais, c'était strict, mais en même temps, il nous laissait quand même une latitude, sauf que la latitude, je dirais, c'était faut aller marcher dehors. C'était la seule chose. Fait que, la grosse activité. Oui, c'est ça. C'est ta chambre, le corridor avec un masque, la salle commune. Il y avait aller dehors, mais tu peux pas rentrer dans un magasin, tu peux pas rencontrer du monde extérieur.
Fait que c'était fait à marche, on retourne à l'hôtel, puis on n'en parle plus. Puis vous aviez-tu des tests vraiment à tous les jours? Pas à tous les jours, mais presque. Je dirais c'est aux 3 jours. Puis souvent, on se faisait, ils cédulaient les tests un peu comme c'était prévu, l'exemple, un jour ou 2 avant une game pour être sûr qu'on reçoive les tests avant la game. Okay. Être en mesure de savoir si la game va avoir lieu. Puis non, c'était strict, mais je pense que c'était la chose à faire aussi pour avoir une saison. Là. Malgré toutes les affaires plates, en tant qu'équipe, ça doit quand même te rapprocher un peu quand même. Là, veux pas de vivre ça ensemble. Là. Vraiment, ça a été... je pense que ça a fait du bien à notre club. Ça a vraiment aidé à la chimie. Je crois qu'ils ont calculé à la fin de l'année, là, c'est autour d'une centaine de jours dans les hôtels pendant l'année. Fait que pour un club junior, pour des jeunes de 16 à 20 ans, c'est énorme de passer 100 jours ensemble. C'est sûr. Du côté-là, ça l'a aidé. Je dirais qu'il y en a que ça faisait leur affaire, il y en a d'autres qui restaient plus comme tranquilles. Je dirais, mon cas, c'était ça. Là, à un moment donné, je voulais avoir ma petite bulle malgré qu'on est tout le temps dans la même chambre avec un coéquipier. Là. C'est un de mes meilleurs chums pareil, mais c'est un climat qui est différent. C'est un peu comme tout le monde aussi. Là, au début, quand on a commencé à travailler de la maison, il y avait quelque chose d'excitant, veux pas, c'était différent, c'était nouveau, mais après un bout, ça vient long, là, c'est ça. C'était quasiment pareil, nous autres aussi, de revenir à la pension, de revoir nos familles de pension surtout, de revenir dans notre aréna, d'être dans nos choses, dans notre linge. C'est des habitudes qu'on a quasiment perdues vers la fin à cause du rythme là, qu'on avait à cause du hockey. Je vous lève mon chapeau parce que moi je pense personnellement j'aurais pas réussi à vivre ça là. Puis oui, j'avais un peu quasiment le même raisonnement, mais en même temps, on voyait les playoffs s'en venir, on a vu notre club aussi. On avait quand même une bonne séquence avant les playoffs. Fait que de se dire qu'on a quand même une très bonne chance, soit de remporter ou de se rendre loin, là, c'était pas mal ça qui nous, pas forçait, mais qui nous inspirait à rester de bonne humeur, disons, là, du lundi au vendredi. Parce que dans le fond, ça peut faire un ou l'autre. Je pense que ça peut vraiment faire, comme dans votre cas, peut-être vraiment créer la chimie, souder l'équipe, ou ça peut faire complètement exploser une équipe, j'imagine, créer des frictions, il y a peut-être d'autres équipes pour qui l'expérience a été complètement différente. Ça, c'est sûr. Bien, il y a eu aussi des frictions, nous autres, là, ça n'a jamais été rose. Du début à la fin, il y a tout le temps eu de quoi. Mais c'était des frictions quand même avec du respect entre les gars. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de gars qui se sont battus. C'est juste à un moment donné, 2 gars, c'est des mésententes pour n'importe quelle raison. Mais... Ah oui, comme il y en aurait. Non, c'est sûr. C'est comme on va dire un bureau. À un moment donné, tout le monde se respecte. Ça ne veut pas dire que c'est des chums. Mais la ligne, là, on était là pour gagner à la fin. Fait il y a au moins ce côté-là. Ouais. Là, les mesures ont comme baissé, mais il n'y a plus de bulles. Mais là, comme par exemple, là, tu te prépares pour le camp d'entraînement. J'imagine qu'il y a quand même un processus en place, là. Ben, le processus, je pense pas qu'il nous oblige en quelque tel. C'est obligé, c'est un grand mot, là, mais je pense pour commencer la saison, il faut être doublement vacciné. Fait qu'il faut être comme prêt, on va dire, à pouvoir aller aux États-Unis, revenir, pas avoir de quarantaine. Puis... Fait qu'il y a ce côté-là. Sinon, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Là. Ça risque d'être plus là-bas qui vont nous donner des mesures à suivre. Ouais, OK. Ce côté-là, c'est pas stressant pour l'instant. Puis là, le camp d'entraînement qui s'en vient, comment tu te prépares à t'en aller là, toi, là? Ah, t'es-tu excité? Ouais, non, pour vrai, je pense que c'est la première fois que j'ai envie que ça commence, là. Malgré que ça va être un long camp d'entraînement. Ça risque d'être plus qu'un mois là, dans les hôtels. Puis, j'ai ça dans ma tête quand même qui vient comme rendre ça, on va dire, ça va être une période tough. Parce que tu l'as vécu d'une certaine façon en 2019. Là, mais ça va quand même ça va être différent. Ça va être différent parce que mon premier camp, c'était comme un camp pour prendre de l'expérience, pour me dire oui, je vais redescendre, je vais aller junior, mais j'essaie de rester le plus longtemps possible.
Fait que j'ai Là, pas vraiment de pression. J'ai juste à de me prouver moi-même. Mais là, cette année, ça va être vraiment comme de rester le plus longtemps possible sans me faire couper l'herbe sur le pied, on va dire. Là. Je m'attends à 100% à la Belleville, mais quand même, c'est de pouvoir avoir ma chance le plus longtemps possible. Puis rendu à Belleville, ben là, c'est game on. Ça va être... Je veux me faire monter. De rester là, d'être établi dans le line-up, je dirais, parce qu'on risque d'être beaucoup de défenseurs là-bas pour commencer la saison. Fait que c'est un bon test. J'allais dire déjà que la ligne bleue à Ottawa est assez chargée pour la saison prochaine. T'analyses ça, toi, là. Oui, c'est sûr. À un certain point, je suis pas fou. Là. Je sais qui s'en vient et qui va être là déjà, mais rendu là, je pense que ça va être du hockey qu'on va jouer. Là. Ça sera pas politique, ça va être le meilleur qui fait, il va rester. Puis, je suis prêt à ça. Puis pour le monde qui te connaisse pas, à quel genre de joueur qu'on peut te comparer, avec qui tu t'es inspiré pour devenir le joueur que tu es? Je me décrirais vraiment pour un défenseur two-way, qui venait 200 à la patinoire. Quand même un bon gabarit, je dirais. Agile avec mes pieds pour mon gabarit. Une bonne première passe. Des qualités quand même défensives aussi, puis offensives. Mais j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune un genre de Drew Doughty c'est une star dans la Ligue nationale. Pour moi, c'était comme le style avec le bon joueur, là, le gars qui manque couple dedans, il joue sur le powerplay, cocky un peu. Ce que tu dis, c'est que ça va être une fierté pour toi de perdre quelques dents. Là. C'est ça. On va voir avec le temps, pas sûr encore. Mais avec les années, j'ai vraiment regardé John Klingberg avec Dallas. Un bon two-way, quand même offensif, mais il est efficace partout sur la glace. Un 16 qui me ressemble quand même aussi. Puis je dirais que c'est pas mal lui là, que j'essaie pas de copier, mais de prendre des aspects de sa game là. Est-ce que la description de toi que tu viens de nous faire, est-ce que c'est la même que tu as faite dans ton entrevue avec les Sens pour ton repêchage? Ouais. Exactement. J'ai tout le temps été ce style de défenseur-là. J'ai pas vraiment changé. Oui, j'ai été, je dirais, un peu plus offensif quand j'étais junior. Souvent, c'est de ça aussi. Là, tu triches un peu plus offensivement, tu essaies d'avoir des points. Mais je le sais au fond de moi que ça sera pas le côté offensif, je pense, qu'ils vont rechercher. Là. Ça va vraiment être un gars plus stable. Il commence par être stable dans sa zone. Puis après ça, que s'il est confiant, puis si tout s'aligne bien, ben offensivement, il va être quand même capable d'apporter quelque chose, là, de créer. Fait que ça a tout le temps été clair dans ma tête là, du début à la fin. Puis tu sais, à Ottawa, un gars comme Thomas Chabot qui est défenseur, qui est francophone comme toi, tu sais, c'est-tu quelqu'un avec qui... Puis qui est aussi assistant capitaine, il est dans les discussions, il pourrait donner un capitaine d'équipe, tu sais, c'est-tu un gars que tu regardes? Qui est allé te voir jouer aussi pendant les playoffs, on a vu ça dans sa story. Ouais, non, c'est un modèle pour moi, là, je le vois l'été, on s'entraîne ensemble, hors classe, à la glace, puis tu sais, c'est tout ce qu'il peut me dire, c'est je prends, puis j'essaie pas de recopier, mais d'ajouter ça à ma game, puis je veux pas. Il y a personne, je pense, dans les prochaines années qui va prendre son poste, là, c'est sûr et certain. Puis c'est l'image du club aussi. Ouais. Fait que juste de pouvoir côtoyer un gars de la sorte, c'est un plus pour moi. Il n'y a pas rien d'autre. En tout cas, on s'entend pour les francophones comme nous d'avoir un duo Chabot-Guénette à la ligne bleue à Ottawa, ce serait le best. C'est incroyable. Oh, j'ai déjà le Chabot sur ma casquette. Là. Il me manque juste, là, on va mettre le Guénette. On va mettre le Guénette sur le bord, c'est ça. Maxence, tu as signé dernièrement ton premier contrat professionnel. Ouais. Félicitations, premièrement. Merci beaucoup.
C'est vraiment hot. Première question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que tu as acheté avec cet argent-là? Ou si tu l'as reçu, là. Je sais pas si tu l'as reçu ou bien ta première dépense, en fait, que tu as eue. Première dépense, je pense, il me semble que ça a été un set de golf. Ah. Ouais, j'ai voulu essayer ça cet été. Voir si j'allais. Ben, j'ai commencé l'autre été d'avant. Puis, quand même dispendieux, ce sport-là. Je ne m'en pas, mais ouais, je me suis gâté quand même là-dessus. Là. Un petit set d'affaires. Tailor-made. Je m'attendais à ce que tu nous dises genre un café au Tim Hortons ou de quoi de même. Je l'ai pas, je le compte pas, mais ça se peut. Ça ressemble à ça. Ouais. Puis si là, on parlait de camp d'entraînement, là, cette année, ça va être différent, mais si on revient à ton camp d'entraînement l'année passée, sur la glace, c'est une chose, mais ça ressemble à quoi entre gars, l'équipe qui se forme, les recrues, les vétérans, hors glace, genre, tu sais, les choses que tu peux nous dire, que tu es à l'aise de raconter? Hors classe. C'est un climat qui est quand même différent. Là. Les gars sont... c'est tous des adultes, c'est des hommes. Fait que, peu pour eux, c'est quand même business. Là. Ils arrivent à l'arena souvent tôt le matin, souvent pas mal d'avance même. Souvent, ça dépend... Beaucoup s'ils ont des enfants, moi je dirais ça. Ils partent au travail sûrement en même temps que leurs femmes, puis ils reviennent vers midi. Mais non, sont vraiment là, professionnels. Ils arrivent tôt à l'arena, ils s'occupent d'eux autres. Ils font tous les petits détails souvent que les gars qui sont pas pros n'ont pas fait, puis qui sont pas là. Mais ils se font traiter, ils vont au gym, tout ça avant pratique. Fait que t'arrives à l'arena, là, les gars sont polis, te saluent, même si t'as beau être un choix de 7e ronde invité, ils vont te saluer, ils vont faire leurs affaires, et tu as besoin d'aide, tu peux leur parler, ils vont être là, ils vont te répondre. C'est pas, de mon expérience que j'ai eue, il n'y a pas de gars cocky, on va dire, là, fraîchi, qui s'en fout. Non, il y avait ça. Je sais pas si j'ai été chanceux, mais le monde était bon là-bas. Là. Y a-t-il quelqu'un qui t'a comme vraiment impressionné? T'es arrivé là et t'as fait « Wow! Ce gars-là! » Je dirais hors glace, là, Borowiecki, ça a vraiment été un chic type. Vraiment, là, début à la fin, c'est un leader à la base. Puis, il était vraiment là pour s'assurer que tous les gars, ça allait bien. C'est un gars qui était pas vocal phoné, mais vocal... je vous demande si tout va bien, si vous allez être là à l'heure. Il s'assure que le monde sache où il faut qu'ils soient, s'ils ont des questions, si ça a bien été leur journée. Puis, fait que ça m'a vraiment, je dirais même impressionné là, pour un gars qui est établi dans les nationales quand même. Là, il a fait sa bosse, puis il n'a pas été, je crois, de première ronde non plus, mais... Ouais, il a travaillé, puis... Ouais. Ouais, puis ça paraît, même nous autres en tant que partisans, c'est incroyable. Là. Ouais, vraiment apprécié par la communauté ici à Ottawa, par les partisans. Puis, c'est un gars d'Ottawa ou de la région. Ouais, de Canada. Non, ouais, exact. Fait que, non, il fitait bien avec les Suns. Pour en revenir au camp d'entraînement, quelle date officiellement que tu pars pour Ottawa pour tout ça? Partir d'ici, je ne sais pas encore. C'est pas grave. Il y a un camp de développement au début qui commence le 11 septembre. Fait que le best pour moi, je dirais, ça serait d'arriver quelques jours avant pour toucher à la glace ou me mettre un peu dans le bain avant que ça commence. Puis pour pouvoir, je dirais, me dégêner quasiment un peu. Là, si je suis capable de pratiquer avec 2-3 gars, ça ferait quasiment m'aider. Mais c'est sûr, ça serait d'arriver 3-4 jours. Là. OK. Cool. Donc, en terminant, Maxence, on a des petites questions en rafale. C'est des sujets de tout et de rien. Fait que tu réponds au meilleur de toi-même. Ta routine d'avant-match? Routine d'avant-match, je dirais, à partir du morning skate, je reviens chez nous. Habituellement, là, j'essaie de dormir en arrivant. Tout de suite, quand j'arrive, je dors. Je fais genre un petit pre-game nap
on va dire une petite heure et demie. Pas trop, parce que sinon, on dirait que j'ai les yeux collés jusqu'à 7h30. Ça, je me connais, ça vaut pas cher comme game le soir. Mais non, je fais ma petite nappe, je me réveille, tout de suite, je mange. Puis après ça, là, je prends comme plus le temps. Là. Une petite douche, je prépare, par exemple, complet, mes petites affaires. Puis je pars pour arriver habituellement 2 heures avant. Fait que rendu là-bas, là, c'est vraiment ma petite routine d'étirement, tape mes affaires. Je m'en vais voir si j'ai besoin d'un physio pour n'importe quoi. Puis rendu là, souvent je reste vraiment soit proche de la chambre ou dans le gym. Je m'en vais pas dans les estrades. Je parle pas vraiment au monde, je fais mes petites affaires. Pas de petites superstitions bizarres, là. Ouais, c'est ça, je pense. Non, mais non, pour ça, par exemple, je suis vraiment. En tout cas, je bois, là, mais à date, j'ai aucune superstition. J'ai pas de. J'ai rien là-dessus. J'essaie vraiment quasiment de changer ma routine de fois souvent là, pour pas que ça revienne répétitif, faut pas que je m'en crée une. Fait que c'est. Oui, des fois, on va dire je vais mettre un côté droit avant un côté gauche, mais si ça arrive que je mets le côté gauche, ben je m'en fous. Tu ne changeras pas, tu recommences pas à zéro. Non, j'enlève mon patin pour mettre l'autre. Là. Fait que, pour ça, je pense que je fais bon à date. Fait que je changerai pas ça. Quand tu ne joues pas au hockey, est-ce que tu fais un autre sport? Tu as parlé tantôt du golf. Est-ce que tu joues au soccer, tu joues au baseball ou ben... Non, pas soccer, pas baseball, mais plus tennis. Tennis? J'étais quand même pas si peu joueur de tennis. J'ai jamais fait de tournoi, rien. Mais je me considère quand même comme un bon joueur. Je pense avec un beau petit style Nadal. Là. C'est-tu ton joueur préféré? Oh, ouais, de loin. Ouais, on s'entend bien là-dessus, c'est correct. Parfait, ouais. J'aime bien ça. Je trouve que c'est... Malgré tout, je pense que c'est un gars quasiment le plus cocky, on va dire. Là. Son style est différent. Il est comme... Je sais pas. Il est spécial comme joueur. Ouais, il est beau à voir jouer. Ouais, mais non, t'es un joueur de tennis. Le golf, je commence tranquillement. On dirait que ça dirait qu'il faut. On n'a pas le choix. Hein. Oh, ouais. On regarde les stories Instagram des joueurs de hockey, mais c'est ça qu'il faut de l'arrêter, là. 2-3 fois par semaine, je pense sur le golf course. Puis... Ouais. Tim ou McDo? McDo. McDo? Ouais. C'est que tu manges chez McDo? Absolument. Un petit trio junior au poulet. Je change la frite pour une poutine. Avec un café glacé. Puis un petit McFlurry. Tu manges en premier, sinon ils font trop vite. J'aime ça. Exact. Sinon, c'est un lait frappé fleuri. Ouais, c'est ça. C'est chacun, ouais. Je te dis, t'as un repas à manger pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu manges? Des sushis, de loin. Ah ouais, ok. De loin. De plusieurs saveurs, ça, peu importe, mais non. Ça, c'est mon petit péché mignon. Il coûte cher, par exemple, là, mais... On va t'amener chez... tu vas découvrir Bank Sushi à Ottawa, là. All You Can Eat Sushi, là. Ouais. Ça, c'est payant pour moi. Ton voyage de rêve, à moins qu'il soit déjà fait, là? Non, j'ai pas vraiment voyagé, je dirais encore. La plupart des plages que j'ai faites, c'est pratiquement juste pour le hockey. Mais je pense que aller visiter l'Allemagne, soit aller à Berlin, des places de même, dans ces coins-là, Berlin, Prague, ça serait des places là, qui m'intéressent quand même. Beaucoup de joueurs des sénateurs qui peuvent t'amener visiter, en fait. Tu as déjà des bons contacts, puis beaucoup qui parlent la langue en plus. Fait que... Ouais, c'est ça, un bon petit guide touristique. Oui. Ben, peut-être dans quelques années, si tout va bien. Oui. Ton meilleur roommate? Non, c'est mon chum là, de toujours, là, Jérémy Michel. Là, il est encore avant. On a commencé ensemble à Val d'Or. Puis on s'est suivi jusqu'à cette année. Là. Lui, il reste là. Malheureusement pour lui, là, il n'a pas réussi à signer, mais non, c'est mon chum d'enfance. Ah oui, hein? Ouais. Wow. Lui, si je me trompe pas, il a été repêché par Saint-Louis, ça se peut-tu? Ouais, exact, ouais. Parce que non, on s'est suivi, je dirais, depuis qu'on a commencé à jouer au hockey.
Puis, s'est fait repêcher là, les 2 premières rondes, les 2 par Val d'Or. On s'est suivi, nos pensions, nos madames de pension étaient sœurs, fait qu'on habitait à côté. Puis vers la fin, on habitait même dans une maison bigénérationnelle où que d'un côté, c'était ma pension avec moi, de l'autre côté, c'était lui avec sa pension. Puis, fait que non, on s'est vraiment suivi longtemps. Puis dernière question en rafale, ton objectif personnel, là, genre le summum. Summum est établi dans le national. Je pense que ça a tout le temps été mon objectif ultime. Que ça soit n'importe où, c'est ça, le temps va le dire, mais non, d'avoir un poste là, établi. Ça, c'est ouais. Ça approche. On te le souhaite. Vraiment. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci Maxence de ta présence, puis on te souhaite à l'équipe de la brigade les meilleures des chances pour le camp d'entraînement. Puis on va suivre ça de proche. On va suivre ça de proche, ouais. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, dites-nous, laissez-nous savoir un review sur Apple Podcasts ou Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir et on veut s'améliorer au maximum de nous-mêmes. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter et on s'en jase.